Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, quand les universitaires, donc, ils sont aujourd'hui mobilisés pour déclarer la guerre contre ce virus, cette pandémie, nous espérons, nous implorons Dieu qu'il nous épargne de cette épidémie qui peut ranger nos sociétés. Et au nom de nos collègues dans les différentes universités, surtout les juristes chargés d'assurer le cours des politiques, des libertés publiques, je présente aujourd'hui un cours d'une extrême importance qui est au croisement de trois espaces fondamentaux. L'espace du politique, parce qu'il parle pratiquement de la liberté, l'espace du droit, qui veut dire la reconnaissance de cette liberté d'une manière officielle et solennelle, et un espace qui est aussi internationaliste, étant donné que les conventions internationales font partie intégrante dans la croissance et le développement des libertés publiques. Les libertés publiques, en jonction avec les droits de l'homme, auxquels font référence les penseurs, philosophes, juristes, et qui sont étayés depuis 3 siècles. Donc il y a un héritage qui est très important et qui verse dans de multiples dimensions, pour répondre à l'interrogation viscérale, fondamentale. Savoir dans quelle mesure l'homme est libre et comment cette liberté les garantit. Donc par nature, donc c'est la première référence au droit naturel, étant donné que les hommes aspirent à la liberté et que l'État, depuis sa création, reconnaît les conditions à la fois subjectives et objectives pour limiter cette liberté. Prenons évidemment en considération de l'ordre. Alors l'intitulé du cours, il porte sur liberté publique, c'est-à-dire une liberté reconnue par l'État. Ça veut dire qu'on suppose que l'État reconnaisse aux individus le droit de l'exercer. À l'abri, évidemment, l'exercer, à l'abri de l'autoritarisme, à l'abri des pressions de l'autorité. Donc, finalement, et par définition, d'une manière simple, je dis que la liberté est la faculté d'agir sans contrainte. Alors, cette phrase qui finalement constitue le socle de la pensée politique depuis le Moyen-Âge, passant par la Renaissance, et surtout, donc, qui font apologie à l'autorité, étant donné que l'autorité, elle est garantit l'ordre et stabilité sociale, et ceux qui défendaient la thèse contraire allant du XVIIe siècle, passant par ce que nous appelons les encyclopédistes, plus particulièrement quand je parle de Locke, je parle de Descartes, je parle de Montesquieu, je parle des autres, qui sont les véritables avocats et qui font apologie à la liberté au détriment de l'autorité. Et évidemment, la problématique majeure de toute la pensée politique, moderne et classique, c'est, on s'occupe évidemment de trouver une espèce de jonction, d'harmonie entre deux concepts qui se rejettent diamétralement et se rejettent mutuellement. Comment faire cohabiter l'autorité qui est fondamentale pour le maintien de l'ordre et comment aussi laisser les gens agir à leur guise pour jouir de leur liberté, étant donné que la liberté s'inscrit dans la jouissance des hommes. Et c'est une jouissance d'ailleurs qui est élémentaire. Alors cette pensée qui doit ranger d'ailleurs la réflexion
de ces penseurs et philosophes. Cela, je vous rappelle, vous voir votre professeur d'histoire des idées politiques qui va vous parler un peu d'un penseur qui s'appelle Alain, et que sa thèse principale, il porte sur la manière de trouver une frontière, un traçage médian entre la liberté et l'autorité, sachant pertinemment que trop de liberté, ça va déboucher sur l'anarchie, et trop d'ordre, trop d'autorité, ça va déboucher sur l'autoritarisme et voire le totalitarisme. Alors c'est pour cela qu'il est une faculté d'agir sans contrainte, un agissement qui s'inscrit dans une logique de la liberté de jouissance en matière de liberté, et évidemment devrait nécessairement être retracé par évidemment l'État, étant donné qu'il est l'incarnation de cet ordre, et aussi parce qu'il est titulaire de la souveraineté. Conséquence, il est le seul monopolisateur de ce que Weber appelle la violence légitime. Il est le véritable titulaire de la souveraineté politico-juridique. Et par conséquent, il lui revient de réaliser cette faculté d'agir évidemment. On comprend aussi aisément que les libertés ne se conçoivent que dans le cadre d'un système juridique bien déterminé, bien précis, et de plus il y a un certain nombre de droits inhérents relatifs à la nature humaine. Donc il y a une case de droits qui défendent la liberté et qui s'inscrivent dans la logique du droit naturel. Donc il faut remonter à l'esprit de Grotius et de Suarez quand ils défendaient que les droits naturels, ils sont sacrés, ils sont d'une sacralité que l'État ne devait pas toucher. Et évidemment, c'était l'optique, c'était la stratégie des rédacteurs de la Déclaration universelle de 1789. Droits de l'homme, donc il y a toute une partie consacrée à la réhabilitation à la fois institutionnelle, juridique de la liberté, et de l'autre, vous avez la citoyenneté, vous pouvez voir référence plus particulièrement au droit politique. Alors le droit politique s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons le droit du citoyen. Donc le droit du citoyen, le droit naturel, le droit de l'homme, il est antérieur à la citoyenneté qui est une création révolutionnaire. Et les perspectives citoyennes se sont ajoutées à celles du droit naturel pour former la première pensée du XVIIIe siècle. Et la pensée du XVIIIe siècle, celle de Lémuère, s'inscrit dans le sillage citoyen, et ce sillage qui est évidemment derrière l'épanouissement des libertés. En effet, le constitutionnalisme, par la suite, occidental, accorde une importance capitale à ces libertés pour deux raisons. C'est pour cela dont mon premier axe, ou l'idée force du premier axe, il porte sur la dimension philosophique de la liberté, étant donné que c'est un concept qu'il faut quand même expliquer. Alors les deux raisons, la première, elle est d'ordre doctrinal, elle est d'ordre philosophique, et la seconde raison, elle est d'ordre universaliste. La liberté parce que se nourrit de moult valeurs, c'est-à-dire de plusieurs valeurs philosophiques, et ces valeurs qui ont fait l'apologie de la liberté relèvent évidemment c'était sous l'influence des encyclopédistes du XVIIe siècle, et évidemment l'influence lointaine de la Déclaration française
des droits de l'homme. Alors, cette déclaration, qui avait véhiculé une philosophie dite de l'association politique, association fondée sur les préalables d'égalité, de liberté, de sûreté, mais aussi de séparation de pouvoir. Et cela me rappelle un peu l'esprit des lois de Montesquieu, composé de 24 livres. Dans le livre 19, il porte sur la séparation des pouvoirs, mais vous avez le cahier 16 qui porte sur la défense des libertés à travers l'histoire, passant par les Grecs et par les Romains, Phéniciens et les autres, jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'époque où les prémices de la Révolution industrielle. Alors, par définition, je dirais même laconique, la liberté, c'est quoi? C'est une résistance à l'oppression, suivie, évidemment, reconnue solennellement, lorsque nous avons inventé la citoyenneté, et nous avons renforcé cette citoyenneté par les constitutions, par les normes juridiques, par des principes généraux du droit qui sont inscrits pratiquement et traditionnellement dans les différents préambules des constitutions des États. Et cette citoyenneté constitue un vecteur essentiel de l'État de droit. Donc, on parle par conséquent que la liberté publique se développe, sa croissance tout simplement, dépend du développement de l'État de droit. La liberté doit d'abord être recherchée dans ce que nous appelons l'équipolence. L'équipolence, ça veut dire l'équilibre, comment, dans un acte constitutionnel, dans un acte juridique, comment concilier les deux concepts clés de la vie politique ou de la vie juridico-politique, la liberté d'une part et l'autorité de l'autre part. Sachant pertinemment que les deux concepts sont consubstantiels. Ils sont ancrés aujourd'hui, dans les démocraties classiques modernes, ils sont ancrés dans les constitutions de les institutions aujourd'hui. Cet équilibre était souhaité par les philosophes dont je vous ai parlé, d'où la dimension philosophique détermine cette vocation de liberté publique. Philosophes qui ont recherché aussi, et les recherché, cet équilibre recherché par les penseurs politiques, qui font évidemment cet équilibre fut graduellement, progressivement consacré par le droit. Depuis lors, la thèse citoyenne prenait corps dans le comportement des gouvernants et des gouvernés par la suite. Donc il y a tout un consensus dans la Révolution et après la Révolution, dans la Révolution parce que le consensus s'est traduit par la Constitution de 1793 où on avait introduit comme condition sine qua non de la démocratie, c'est la liberté, l'épanouissement de liberté. En l'occurrence, cette citoyenneté implique aussi, veut dire, on se vérifie, comme un changement fondamental dans le statut des individus. C'est-à-dire que c'est fini, on est passé d'une parenthèse historique caractérisée par l'esclavage et la servitude vers une autre parenthèse de l'histoire basée sur la reconnaissance des droits de l'homme, son épanouissement, sa liberté. Donc, dans le sens moderne aujourd'hui, l'homme citoyen, on parle de l'homme mais homme citoyen, pour le distinguer de l'homme ordinaire avant, qui, armé par les droits naturels tout simplement, le droit aujourd'hui, l'homme contemporain, il est à la fois, il est possesseur de l'héritage ancien qui nous rappelle un peu la pensée portugaise, espagnole, qu'on fait reliance à Grotius et les autres, et aussi, quand je parle de citoyen,
connotation révolutionnaire, qui est en fait une espèce de manifestation d'autonomisation, c'est-à-dire une unité indépendante de la société collective. Et évidemment, cette citoyenneté est se baser sur l'individualisme. Et le socle de l'esprit libéral, de la philosophie libérale, comme vous le savez, à travers la pensée politique, il se base carrément sur l'individualisme. Tout part de l'individu. Parce que l'individu, dans la philosophie libérale, est considéré comme une source irréductible de valeur, c'est-à-dire difficile à refuser, une réalité indivisible. Donc, individualisme évoque cette espèce d'autonomie individuelle, affirmée, renforcée, doublement par le droit naturel et par la citoyenneté. C'est-à-dire, on reconnaît à l'homme sa liberté, que la modernité veut séculière, affirme cette autonomie de l'individu vis-à-vis des autres, en l'occurrence le pouvoir. Individualisme, évidemment, les libéraux sont réputés par cette défense de cette liberté, cet individualisme, et qui finira par imposer sa logique, sa philosophie, son contenu dans toutes les constitutions, dans toutes les institutions des sociétés modernes. Donc les textes et les constitutions aujourd'hui proclament sans équivoque et solennellement les droits qui consacrent la protection des libertés, aussi bien individuelle dans la première génération et collective cette deuxième génération, parce que on a rectifié le tir en mesure où l'esprit évolutionnaire, dans le premier esprit révolutionnaire, il est focalisé sur la défense, l'indépendance individuelle, sachant que le collectif était interdit. Par la suite, par la naissance du corporatisme, on assiste effectivement à une reconnaissance collective qui va de pair avec la reconnaissance ou les reconnaissances individuelles. Donc voilà que la liberté est une question des hommes. Et on va voir que ce sont les hommes, ou, je vais dire en autre terme, que ce ne sont pas les constitutions qui ont créé les citoyens. C'est le militantisme penseur qui a institué, en l'occurrence les citoyens par la suite, qui ont institué la Constitution. Donc il est une Constitution, d'ailleurs les constitutionnalistes, vos professeurs de droit constitutionnel vont le dire, elle est destinée à être Constitution, l'acte constitutionnel, à être le réceptacle des droits, au moyen de l'ancrage normatif, ou je dirais même normativiste, confirmé aujourd'hui par le constitutionnalisme aujourd'hui. C'est un ancrage qui veut dire simplement, on le voit dans les principes généraux du droit constitutionnel, que le citoyen doit respecter les lois et les normes. S'il les enfreint, il les viole, il sera possible, ou passible plutôt, de sanctions. Une citoyenneté limitée publiquement, voilà cette jonction, cette harmonie entre les deux concepts. Un citoyen n'est pas libre absolument, il est publiquement limité par des règles que l'État lui retrace. Une citoyenneté ne devrait pas être soumise à l'esprit libertaire, comme voulaient les anarchistes qui avaient milité pour la liberté sans État. Notamment, je parle de Proudhon, de la pensée de Proudhon et de ses consorts. Mais qu'est-ce qu'on entend, deuxième point essentiel, qu'est-ce qu'on entend par l'exercice de la liberté dans un régime libéral?
c'est dire purement et simplement qu'aucun obstacle ne devrait entraver les initiatives individuelles. Alors, partant de la thèse que toute la philosophie, il prône l'individualisme. Les fonctions régaliennes de l'État souveraine ou les fonctions de régulation devront être maintenues sous condition de ne pas déranger les libertés individuelles et par la suite collectives. Ça, au niveau, évidemment, de cette dimension philosophique qui est très importante et qui est axée sur cette jonction, cette espèce d'harmonie, de concilier, de chercher une espèce de réconciliation parce qu'ils se rejettent mutuellement. Et l'État et la société civile, avant, ils se rejetaient mutuellement. Donc, plutôt donné que la société civile, c'est l'incarnation de la liberté et que l'État, c'est l'incarnation du pouvoir et de l'autorité. Donc, il faut attendre une autre génération de conceptuels dont on avait tiré beaucoup de leçons quand on parle surtout de droit de l'homme. Donc, concept de droit de l'homme qui vient s'adjoindre évidemment aux libertés publiques. Il a ce droit-là, évidemment, il a une connotation naturaliste. Il s'inspire évidemment du droit de l'homme. Donc, c'est justement qu'on parle dans son expression latine de juste naturalisme et qui a propulsé dans la durée, à travers l'histoire, des doctrines du droit naturel qui considèrent qu'il existe dans l'ordre des choses de la nature, ce juste naturalisme, il existe dans ce juste naturalisme des choses de la nature, des règles immuables, qui n'ont pas changé, qui sont figées, que l'État se doit respecter et par ricochet ne peuvent être transgressées. Donc il y a des constantes que l'État devrait normalement, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les générations contemporaines ou anciennes, la condition de réussir le droit de l'homme, le respect du droit de l'homme, l'occurrence liberté publique, c'est le respect de ce qui est naturel, ce qui est un acquis, ce qui est inné chez les hommes. Alors, si liberté-là, il est, comme vous le savez, il est couvert, il est complexe, il n'est pas simple, parce qu'il couvre plusieurs espaces. On ne peut pas parler de liberté publique sans parler de droit constitutionnel. C'est là où il y a la consécration des droits politiques, tous les droits politiques. Droit d'expression, droit d'appartenir à un parti politique, droit de s'affilier à un syndicat, droit de créer sa propre association, droit de se rassembler, droit de se déplacer, droit même à la différence, qui s'inscrit aujourd'hui dans ce que nous appelons les droits humains. Donc il est raison pour laquelle les libertés sont couvertes par plusieurs disciplines juridiques, par plusieurs espaces juridiques. Je parle du droit civil parce qu'il y a l'empreinte du droit civil et le droit civil déterminant. Quand je parle des libéraux, il avait développé la première thèse, le principe d'autonomie, de volonté et de liberté contractuelle, sachant que le droit civil, le socle du droit civil, c'est la contractualisation, c'est le contrat de mariage, contrat de vente, contrat de location, contrat de travail, etc. Et tous ces contrats, ils contiennent des substances de liberté. Ils sont libres sous condition que ne pas porter atteinte à l'ordre, et l'ordre justement, l'ordre public ou virtuellement à la pudeur publique, parce que vous avez de l'éthique, de la morale aussi, il règne aussi des constants, l'éthique il est constant, et on ne peut rien faire sans l'éthique, sans la morale, est protégée par l'État au nom, et par la protection contre toute atteinte à la pudeur publique. Donc philosophiquement, l'éthique il est présent, et d'ailleurs, c'est ce qui a été développé par Spinoza quand il parlait que une liberté ou l'État, le droit, la stabilité sociale, il reposait sur l'éthique. Et l'éthique, évidemment, avec une espèce de renvoi, de référence aux conclusions, à certains principes sacrés, religieux, pour dire que
véritablement l'éthique, il est déterminant, donc la vie, le sort des hommes. À notre droit, le droit administratif, il est présent aussi dans devrait normalement s'inspirer de cette liberté et droit de l'homme pour double raison. La première, c'est que il y a une police administrative qui sont censée quand même établir la tranquillité sans condition de mettre en cause les libertés des citoyens. Donc, raison pour laquelle on peut recourir à un citoyen s'il ressent qu'il est mis en cause. Il doit nécessairement recourir aux instances judiciaires contre l'excès du pouvoir. Et vous avez aussi un autre aspect, les actes administratifs qui sont jugés arbitraires et qui devront être protégés par les juges, sachant pertinemment que le droit de l'homme ne peut se faire que par les juges aussi. Et je m'arrête dans notre discipline qui a participé à cette croissance des libertés publiques, c'est le droit constitutionnel, qui offre une théorie générale des libertés publiques. Donc nous aimons dire que les constitutions, ou la Constitution tout simplement, n'est pas créatrice des libertés, elle les reconnaît simplement parce que le droit naturel sont antérieurs, comme je viens de dire, et qui sont supérieurs aux droits des États. Donc faut-il évoquer la distinction entre le deuxième, on va voir, c'est le deuxième axe, donc je m'arrête ici pour revoir un peu, pour continuer dans une autre séquence sur le rapport, sur la distinction entre la liberté publique et les droits de l'homme. Et je vous remercie.